Bonjour, aujourd'hui on va parler de séisme, on va parler du Maroc, du séisme du Maroc. Les données d'abord. Le séisme du Maroc a eu lieu le soir du 8 septembre aux environs de 23 heures dans la région qu'on appelle le Houz, donc la région autour de Marrakech, Taroudant et d'autres localités. Les données, d'après les organismes de mesure internationaux, le séisme est d'une magnitude de 6,8. Le centre de géophysique marocain annonce, lui, une magnitude de 7 ou 7,2. Bon, on va pas faire une polémique sur les chiffres, disons autour de 7. 7, une magnitude de 7, c'est beaucoup sur l'échelle de Richter. On va revenir sur cette échelle de Richter. Alors, juste pour comparer d'abord par rapport aux séismes qui ont eu lieu en Algérie. Depuis l'indépendance, le séisme le plus dévastateur, c'était celui de l'Asnam du 10 octobre 1980. L'Asnam, pour ceux de la nouvelle génération, c'est Chlef actuellement. D'ailleurs, on lui a changé de nom après le séisme, bon, pour des considérations disons, de renouveau, parce que l'Asnam en arabe, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, c'est des sépultures, donc un petit peu pour oublier la tragédie, on a voulu lui donner un autre nom et on lui a donné le nom de la rivière, du cours d'eau qui traverse la région, qui est le Chlif. Donc Chlef en arabe. Donc 1980, alors le séisme du 10 octobre 80, il avait une magnitude de 7,3. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était un séisme vraiment dévastateur. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu 5000 morts. Et je crois quelque chose comme 10 000 blessés. C'est beaucoup, c'est énorme, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un nombre de victimes aussi important? Parce que 1980, c'était à peu près, c'était 18 ans après l'indépendance. Et malgré tous les efforts de l'Algérie post-indépendance, les constructions, il y en avait encore beaucoup qui étaient dans un état de vétusté. Disons que les priorités à l'époque, priorités du gouvernement, c'était la scolarisation des enfants, c'était un petit peu donc la construction des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées, aussi des universités. Disons que l'habitat, même s'il y avait, bien sûr, on construisait, mais c'était pas la priorité des priorités, comme on le verra après dans les années 2000, 2010, etc. Même actuellement, il y a une priorité qui est donnée à ce secteur. Ensuite, comme le dernier séisme connu en Algérie
peu près de la même intensité. C'était toujours dans la localité d'El Aslam, c'était en 1954. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais ça devait être peut-être septembre, octobre, je crois, là, à peu près la même période. En 1954, il avait fait aussi beaucoup de victimes, une magnitude équivalente, je ne me rappelle plus très bien. Et donc, après l'indépendance, il n'y a pas eu de séisme très important. Il y a eu en 65, je me rappelle très bien, j'étais petit. C'était au temps de Ben Bella, en 1965, il y avait un séisme à Msila. La radio, la presse en avait beaucoup parlé, mais il avait une magnitude, je crois, autour de 5. Il avait fait quelques victimes, peut-être, je crois, quelques dizaines, mais c'était pas. Et donc, les règles de construction, à l'époque, n'étaient pas très affinées. Les entreprises de construction aussi n'étaient pas très rodées, n'étaient pas bien, ne maîtrisaient pas bien donc les techniques de construction. Bien que il y avait déjà des règles parasismiques qui étaient appliquées aux constructions. Alors, en 1980, j'étais en dernière année, donc année universitaire 80-81, en dernière année de l'école polytechnique. Je préparais mon mémoire d'ingénieur, ce qu'on appelait, nous, dans l'école des ingénieurs à Polytechnique, le projet de fin d'études. On appelait ça le projet de fin d'études. C'était donc un projet, un mémoire à soutenir devant un jury formé d'ingénieurs et de docteurs pour l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'État algérien. Donc je préparais mon projet de fin d'études. Et dans mon projet, justement, le projet que j'étais au sein d'un trinôme, donc on était 3 parce que le projet était important. C'était quoi? Le séisme d'El Aslam a eu lieu en octobre 80. Et bien juste après, je crois que c'était en décembre ou en janvier 81, notre promoteur, qui était un ingénieur qui travaillait au sein du CTC, de l'organisme de contrôle technique des constructions, ben, nous a donné comme projet un bâtiment de 15 étages à réaliser où? À El Aslam. À El Aslam qui a été, juste après le séisme, classé en zone 3. Donc la zone la plus défavorable, la plus défavorisée, si vous voulez, la zone la plus dangereuse. Il fallait étudier et faire l'étude au séisme, donc l'étude globale de béton armé, donc d'un projet de 15 étages. Bien sûr, le projet était théorique. L'Algérie n'avait pas du tout, à l'époque, les moyens de réaliser des tours de 15 étages. Ce n'est que par la suite, jusqu'à disons jusqu'à la fin du siècle passé, dans la plupart des villes d'Algérie, on ne dépassait pas les 5-6 étages, hein, parce qu'on avait peur, on n'avait pas les moyens, etc. On avait peur des séismes, on avait peur. Puis ça posait des problèmes, les constructions dépassant les 5 étages, il fallait installer des ascenseurs, etc. Ça coûtait cher, il y avait problème de l'entretien, de la maintenance de ces ascenseurs. Bien sûr, en plus des moyens de réalisation, des problèmes de sécurité. Bon. Mais pour vous dire que
il y avait déjà en 80. Alors, comment est-ce on a fait l'étude de ce projet? À l'époque, il y avait déjà le règlement français qui était applicable en Algérie. On appliquait le règlement le parasismique, on appelait ça le PS 69, donc parasismique 69 par rapport à l'année de son élaboration. C'était donc un règlement parasismique établi par les France, valable sur le territoire français. L'Algérie avait décidé, en l'absence de règlement propre à elle, donc, d'appliquer ce règlement pour toutes les constructions publiques édifiées sur le territoire national. Donc, le règlement parasismique 69. Après le séisme de l'Asnam en 1980, il y a eu énormément de leçons qui ont été tirées de ce séisme. Les équipes du CTC, de l'organisme de contrôle technique des constructions, se sont déplacées en masse sur les lieux pour d'abord faire l'expertise, le recensement des bâtiments à démolir, des bâtiments à renforcer et des bâtiments à détruire. Il y avait 3 couleurs à l'époque, je crois. Il y avait donc couleur verte, bâtiment donc, qui était sain, dont les habitants donc, pouvaient rejoindre en toute sécurité. Il y avait la couleur orange, c'était des bâtiments qui avaient reçu des dégâts, mais qui pouvaient être renforcés. Donc là, les habitants ne devaient rejoindre leur logement qu'après les opérations donc, de renforcement. Et il y avait les bâtiments avec une croix rouge. Et là, c'était des bâtiments carrément à détruire. Il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas les récupérer. Et en plus de ça, on avait essayé un petit peu d'expertiser les constructions qui étaient donc endommagées et de tirer des conclusions. On avait fait appel, je crois, à des experts internationaux qui ont aidé. Il y avait notamment un ingénieur, un expert américain qui avait fait des études sur la sismicité de la Californie. On l'avait ramené et il avait aidé le CTC d'Algérie à établir ce qu'on avait appelé à l'époque le complément au PS 69. C'est-à-dire que dans un premier temps, le règlement français, donc PS, règle parasismique 69, restait en vigueur en Algérie, mais on devait tenir compte des recommandations qui étaient incluses dans un document qui lui était annexé et qu'on appelait complément au PS 69. Ces 2 documents devaient donc aller de pair, devaient donc être utilisés de pair avec les ingénieurs des bureaux d'études dans le cadre de leurs études, donc des bâtiments publics. À l'époque, les constructions privées n'étaient pas soumises donc à une étude aussi, sauf bien sûr si le propriétaire, le maître d'ouvrage le voulait. C'était à lui donc de contacter un bureau d'études et demander cette étude, mais elle n'était pas obligatoire pour le permis de construire. Cela n'est devenu obligatoire par la suite, qu'après 2003, le séisme de Goumerdas, etc. Bon. Donc voilà. Et c'est donc le PS69 plus le complément donc était utilisé jusqu'à pratiquement
1983, l'année où le premier règlement parasismique algérien, qu'on a appelé le RPA 83, règlement parasismique algérien de 1983, a vu le jour. Et encore là, quand il y a eu le RPA 83, il y avait une période un petit peu intermédiaire pendant laquelle les ingénieurs de bureaux d'études pouvaient soit utiliser le RPA 83 seul, soit utiliser le PS69 avec les compléments au PS69. Voilà. Et puis après une période intermédiaire de, je ne me rappelle plus, 6 mois ou une année, le PS69 était devenu donc caduc et il fallait utiliser exclusivement le règlement algérien 1980 de 1983, le RPA 83. Par la suite, bien sûr, il y avait régulièrement des mises à jour, etc. Et surtout après le fameux séisme de Boumerdès. Revenons à la magnitude. Je vous avais promis donc de parler un peu plus en détail de cette magnitude. Magnitude, certains l'appellent intensité du séisme. Alors, qu'est-ce que c'est que la magnitude? Il y a, si vous tapez sur Google, si vous faites une recherche sur intensité des séismes, on va certainement vous parler de deux échelles. Il y a deux échelles pour mesurer l'intensité des séismes. Il y a l'échelle de Richter, qu'on appelle la magnitude, et il y a l'échelle de Mercalli, ou échelle internationale en général, mais les scientifiques la connaissent sous le vocable d'échelle de Mercalli, parce que c'est Mercalli qui est le premier donc, à penser donc, à mettre en place cette échelle qui a été par la suite modifiée. Alors, on va parler de ces deux échelles. D'abord, l'échelle de Mercalli. On va parler de l'échelle de Mercalli d'abord. L'échelle de Mercalli qui paraît plus objective. Alors, l'échelle de Mercalli, qu'est-ce que c'est? L'échelle de Mercalli, elle s'intéresse aux effets des séismes à la surface. C'est-à-dire que l'échelle de Mercalli, elle s'en fout éperdument de ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre, de ce qui se passe au fond du séisme, ce qu'il a dégagé comme énergie, etc. Elle s'en fout. Elle s'intéresse aux effets à la surface. Alors, il te dit, par exemple, je ne me rappelle plus très bien, hein, échelle 1, il ne se passe rien, par exemple, rien, juste les habitants ne ressentent rien du tout, etc. Puis on va dire réveil des dormeurs, il y a une intensité, je crois c'est la 5, réveil des dormeurs, ensuite il y a 20% des constructions qui subissent des dommages pas importants, ensuite un autre pourcentage qui subit des dommages plus importants, etc. Jusqu'à pratiquement l'échelle 10, ça va jusqu'à 12, où là c'était une catastrophe, on dit, et des constructions de type européen, on dit de type européen occidental, donc des constructions faites dans les règles, édifiées dans les règles de l'art, etc., en béton armé ou en charpente métallique, etc., subissent des dommages importants, etc. Bon. Donc, on s'intéresse aux effets à la surface. Donc, on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en profondeur. L'échelle de Richter, ou la magnitude, par contre, qu'est-ce que c'est? Alors, l'échelle de Richter, elle s'intéresse justement à l'énergie dégagée au foyer du séisme.
Alors, qu'est-ce que c'est que le foyer du séisme? Le foyer du séisme, c'est là où a lieu la déflagration, donc dans les profondeurs de la Terre. Alors, il y a deux points. Quand il y a un séisme, vous avez deux points. Vous avez le foyer. Le foyer, c'est dans les profondeurs de la Terre. Donc ça peut être à 10 km, à 20, à 30, 40 km de profondeur. Généralement, c'est là où se rencontrent différentes plaques de la croûte terrestre. En Afrique, par exemple, chez nous, en Afrique du Nord, nous avons la plaque africaine qui se rapproche de la plaque qu'on appelle eurasique ou eurasienne, je crois. On dit eurasienne, je pense que c'est eurasienne. La plaque donc qui supporte en même temps l'Europe et l'Asie. Donc il y a la plaque qui supporte l'Afrique et la plaque eurasienne qui supporte donc l'Europe et l'Asie, enfin une partie de l'Asie. Ces deux plaques se rapprochent. Et il y a l'une qui tend à, si vous voulez, chevaucher l'autre, donc à monter sur la deuxième plaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a au fil du temps, il se crée donc des tensions, il se crée ce qu'on appelle des contraintes. Et il y a une énergie qui s'accumule là-dedans. Une énergie qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Pourquoi cette pression? Parce qu'il y a autour une enveloppe étanche en général, donc de roches de formations géologiques assez étanches qui ne permettent pas à cette pression de se dégager. C'est un petit peu comme une cocotte minute. Vous mettez du feu, hein, mais il n'y a pas de soupape. La pression ne sort pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? La pression à l'intérieur de la cocotte, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et à un certain moment, les parois en acier, en métal de la cocotte ne supportent plus cette pression et elle explose. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il y a dans les profondeurs, généralement là où ont lieu ces séismes, ce sont des endroits où les couches géologiques, imaginez des roches, des rochers, des formations rocheuses, très étanches, donc qui ne laissent pas s'échapper la pression. Hein. Là où s'échappe la pression, elle peut sortir à la surface, par exemple, sous forme de volcan. Parce que un volcan, c'est ça, c'est quand il y a d'autres raisons, bien sûr. Moi, je ne suis pas ni géologue, ni vulcanologue, mais j'essaie un petit peu d'expliquer le phénomène mécanique. Donc, la pression augmente, augmente, et à un certain moment, ces couches, ces formations rocheuses, géologiques, ne supportent plus cette pression et il y a une déflagration. Donc elles explosent. Et quand il y a déflagration, bien sûr, cette secousse, elle se propage. Elle provoque ce qu'on appelle une onde. C'est comme si, imaginez, par exemple, vous avez une bassine d'eau, vous tapez, par exemple, vous tapez avec la main ou avec une branche, et vous allez voir des cercles, hein, qui se forment et qui se propagent, hein, des cercles concentriques qui se propagent. Ça, donc ce sont des ondes. Ce sont des ondes. Et les ondes qui se propagent, ce sont des ondes sismiques. Donc les ondes sismiques se propagent dans à peu près toutes les directions, de manière différente, avec des vitesses, des paramètres différents.
généralement en fonction des formations géologiques qu'il y a autour. Mais disons que, en gros, la déflagration provoque une onde sismique qui est caractérisée par une fréquence. Une fréquence. On parle aussi de longueur d'onde. Et c'est cette fréquence, comme on le verra, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, sinon une autre fois, cette fréquence est utilisée par les ingénieurs, justement dans le cadre de leurs études. Donc on sait pas, on connaît pas la fréquence à l'avance donc d'un séisme dans une région donnée. On essaie de l'évaluer, de la prévoir à partir de certains paramètres, etc. Et donc, à partir de cette fréquence-là, donc on fait des calculs, etc. On fait une étude au séisme pour déterminer les forces qui vont donc être appliquées aux constructions. Alors, j'avais dit qu'il y a 2 points quand il y a un séisme. Il y a le foyer, donc c'est l'endroit exact où a lieu cette déflagration, cette explosion. Ici, à partir du foyer, vous prenez, pour ceux qui connaissent un peu de géométrie, alors la Terre, globalement, c'est une sphère, c'est pas tout à fait une sphère. On va supposer que c'est une sphère parfaite. Elle a donc un rayon, le centre. Alors, si vous prenez une ligne qui va du centre de la Terre, qui passe par le foyer du séisme, et qui va jusqu'à traverser la surface de la Terre. Donc, là où nous sommes, le point de la surface, ce point est dit épicentre du séisme. Donc, qu'est-ce que c'est que l'épicentre du séisme? C'est tout simplement la projection du foyer du séisme sur la surface de la Terre. Projection, bien sûr, en prenant une ligne qui va du centre, donc une ligne droite qui va du centre de la Terre, qui passe par le foyer, qui va jusqu'à la surface de la Terre, donc la surface de cette sphère. On appelle ça donc l'épicentre. Donc entre l'épicentre du séisme et le foyer, il y a une certaine distance. La magnitude, qu'est-ce que c'est? Elle mesure l'intensité du séisme au foyer, à son foyer. C'est pas l'intensité ou la magnitude, c'est la mesure de l'énergie qui est dégagée au foyer du séisme. Cette énergie, comme elle est très importante, et c'est quelque chose de vraiment phénoménal, alors pour avoir une échelle, un petit peu pour la réduire, pour avoir une échelle d'un ordre de grandeur relativement petit, on prend ce qu'on appelle le logarithme de cette énergie. Globalement, c'est le logarithme globalement, c'est pas tout à fait... mais il y a le logarithme dedans. Donc, le logarithme, par exemple, si vous prenez le logarithme décimal, vous avez par exemple le logarithme de 10, c'est 1. Ainsi de suite. Donc le logarithme permet de réduire, attention, c'est pas de 10 fois 1, là c'est un exemple, mais c'est tout à fait, ce n'est pas linéaire du tout. Donc quand vous prenez le logarithme d'un nombre important, vous allez obtenir un nombre relativement réduit. Donc cette énergie qui est très importante, on prend son logarithme, c'est une fonction donc, et elle est réduite. Le logarithme, si vous voulez, pour ceux qui ont fait
euh, normalement tout le monde a étudié ça au lycée, le logarithme, la fonction logarithmique, en arabe della logarithmia. Hein, sa courbe, si vous l'avez, c'est une courbe qui monte au départ, ensuite qui se courbe et à la fin, elle est pratiquement à l'horizontale. Elle tend à devenir parallèle à l'axe des abscisses, à l'axe des x. Donc, المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية فهو يصعد في البداية ثم يكون تقريبا موازي لمحور السينات. إذا donc cette échelle ou cette échelle de Richter, cette intensité de Richter, c'est une échelle qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas objective, si on veut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'échelle qui est la plus utilisée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un séisme, il est difficile de recenser les effets à la surface pour lui appliquer l'échelle de Mercalli. Il y a un séisme, on ne sait pas à l'avance combien de constructions sont effondrées, combien de victimes, etc., etc. Alors que la mesure de l'énergie dégagée à la surface, sinon nous avons des appareils qu'on appelle des sismographes qui nous permettent de la mesurer de manière très précise. Et on la mesure de différentes parties de la surface de la Terre, on obtient à peu près les mêmes valeurs. Donc le séisme qui a eu lieu au Maroc, il est mesuré au Maroc, il est mesuré à Strasbourg, il est mesuré dans d'autres régions du monde. On trouve à peu près quelque chose près, comme on en a parlé au début, il y a eu une petite différence entre ce qui a été enregistré au Maroc et ce qui a été enregistré. Mais globalement, c'est le même ordre de grandeur. C'est une échelle qui est assez fidèle. Et c'est l'échelle qui est la plus utilisée. Alors, le problème, c'est que vous pouvez avoir deux séismes de même magnitude. Vous pouvez par exemple avoir un séisme de magnitude 7, comme celui qui est au Maroc. Il a fait, jusqu'à présent, on parle de 2000 victimes. Je pense que le nombre est appelé malheureusement à augmenter. Eh bien, on peut avoir un même séisme de la même magnitude, 7, dans une autre région du monde, mais dans l'épicentre, dans le foyer est plus profond. Celui du Maroc, je ne sais pas, je ne connais pas sa profondeur. Alors, si le même séisme, il est de la même magnitude, la même énergie qui est dégagée, mais à une profondeur plus grande, les effets à la surface vont être moindres. Il y aura moins de dégâts. Et donc, magnitude 7 et magnitude 7 peuvent être deux séismes avec des effets très différents. Par exemple, le nombre de bâtiments détruits, le nombre de victimes, etc., etc. Mais globalement, bon, les séismes, généralement, c'est quelques dizaines de kilomètres de profondeur. Voilà. Mais globalement, ça donne à peu près, donc ça donne une idée assez fidèle, assez fiable, donc de l'intensité des séismes. Voilà donc l'échelle de Richter, ou encore la magnitude des magnitudes, ou échelle de Richter. Échelle de Mercalli,
Elle est, comme on l'a dit, elle est plus objective. Elle s'intéresse aux effets à la surface. D'accord? Donc l'échelle de Mercalli, vous pouvez avoir deux séismes qui ont la même intensité sur l'échelle de Mercalli, mais dont les magnitudes sont différentes. Par exemple, vous pouvez avoir un séisme de 5 qui est relativement proche de la surface, et un séisme de 7 qui est plus profond et qui vont avoir les mêmes effets. Donc, les magnitudes seront différentes, 5 et 7, mais l'intensité de Mercalli va être la même. Par exemple, une échelle de Mercalli de 8, par exemple. Voilà. Tout simplement, donc on essaye un petit peu de vulgariser la chose. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne les bâtiments, comment on doit se prémunir des séismes? Parce que ce qui tue réellement, ce n'est pas le séisme, c'est la construction qui tue les êtres humains. Parce que si vous êtes sous un arbre, qu'il y a un séisme de magnitude 7 ou 8, peut-être même 9, vous allez être bien secoué. Bon, à moins qu'il y ait une catastrophe, à moins qu'il y ait une ouverture du sol, un effondrement important, là vous seriez emporté. S'il n'y a pas d'effondrement, s'il n'y a pas une faille là où vous êtes, si le sol ne s'ouvre pas, etc., vous allez être secoué, mais vous n'allez rien avoir. Vous n'allez pas être blessé. Il n'y a pas, peut-être il y aura quelques, si c'est un arbre fruitier, il y aura quelques fruits peut-être qui vont vous tomber sur la tête, ou des branches, même pas. Vous n'aurez absolument rien du tout. La même chose si vous êtes dans un jardin, loin de toute construction, si vous êtes dans une tente, hein, vous ne risquez absolument rien. Mais si vous êtes dans une construction en dur, il y a où il y a des matériaux qui sont lourds, qui sont contondants, c'est-à-dire qui peuvent blesser, comme la pierre. Hein. La pierre, si elle vous tombe dessus sur la tête, elle vous blesse, il y a du sang. Le béton, c'est la même chose, l'acier aussi. Donc là, ce sont les constructions qui tuent, ce ne sont pas les séismes. Le séisme, c'est un phénomène naturel. C'est ce qui fait que notre planète Terre est dynamique. Elle change tout le temps de physionomie. Si vous faites une recherche, par exemple, sur Internet, sur Google, sur YouTube, hein, vous allez trouver des documentaires qui vous parlent de la Terre il y a plusieurs millions ou même milliards d'années. Elle n'avait pas du tout la même physionomie. Les océans n'étaient pas aux mêmes endroits. L'Afrique était collée à l'Amérique, etc. Et même maintenant, la Terre est en train de bouger. Elle est en train de faire sa mue. L'Afrique se rapproche de l'Europe dans plusieurs millions d'années. Pour traverser, pour aller de l'Afrique à l'Europe, les Haragas n'auront plus besoin de prendre des bateaux. Donc, à y aller à pied. Hein. Mais, question qu'on se pose, est-ce que l'homme sera encore là à ce moment-là, avec tous les problèmes que l'homme, malheureusement, est en train de provoquer avec tous les dérèglements climatiques qui se passent. Mais c'est un autre sujet. Voilà, j'espère avoir contribué un petit peu à vulgariser donc le problème des séismes.
la prochaine fois, si vous voulez, on pourra peut-être parler de justement des constructions. Comment faut-il faire pour que les constructions puissent résister efficacement au séisme? Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.